Bienvenue, messieurs, dames. Merci. Moi, c'est ma récompense, vraiment, parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Hein? C'est une petite surprise qu'on vous avait gardée. On a infiltré des parents dans vos travaux pour qu'on puisse, à la fin de tout ça, bien, voir comment les propositions, les solutions qui ont été amenées, les éléments de discussion qui ont été abordés, bien, comment, dans le fond, ça correspond ou pas à la vérité et à la réalité de la vie des familles. Puis on a trouvé ça important de finir avec un point de vue qui vient vraiment donc des personnes qui sont celles à qui on pense, bien, quand on fait tout le travail qu'on a fait ici, mais le travail aussi, évidemment, que vous faites à tous les jours. Fait que, Martine les a présentés brièvement, mais j'aimerais peut-être ça qu'on fasse un petit tour de table, un petit tour de tabouret, pour que vous nous parliez, juste nous présentiez votre famille un peu, puis qu'on puisse bien saisir d'où vous venez. Alors, je commence ici. C'est Sophie, c'est ça? Oui, Sophie. Sophie. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, OK. Oui, J'ai le comme micro l'impression fonctionne. que ça ne fonctionne pas. Donc, je suis Sophie Grenier. Je suis donc de Québec. Je suis la maman de 3 garçons. Donc, mon grand a 7 ans. J'en ai un de 5 ans et un de 2 ans. Je suis psychologue. Donc, j'ai travaillé pendant à peu près 8 ans en milieu hospitalier. J'ai fait le choix de quitter cet emploi, entre autres pour des raisons familiales. Donc, j'ai parti ma clinique privée après mon 3e congé de maternité. Et je travaille aussi comme enseignante au collégial, enseignante en psychologie depuis à peu près 1 an et demi, mais je suis à temps partiel. Donc, je dirais que je travaille à peu près à 75 en jumelant mes deux emplois. Merci, Sophie. Parfait. Donc, moi, je suis Annie Chamas. Je suis du Bas-Saint-Laurent, dans une petite localité qui compte 360 habitants. Donc, j'ai vraiment une autre réalité que plusieurs réalités que j'ai entendues depuis que je suis ici. Maman d'une petite fille de 2 ans et quelques mois qui a beaucoup d'énergie. Lorsque je suis tombée enceinte, j'étais en emploi et nous avons dû nous acheter une maison et tout ça. Donc, nous sommes déménagés. J'étais encore plus loin de l'emploi. Donc, la réalité rurale fait que j'avais 1 heure et quelques pour me rendre à mon travail. Et le retour le soir, donc avec la garderie, tout ça, et les frais que s'encouraient, on a réalisé qu'on n'avait plus les moyens, que moi, je continue d'aller travailler et être en emploi. Donc, j'ai décidé de rester maman à la maison. J'ai entamé une maîtrise en même temps. Donc, c'est ça, j'ai beaucoup de chapeaux à la fois. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, aussi de réintégrer le milieu du travail un petit peu pour voir des gens, pour socialiser, pour sortir de cet univers-là. Donc, puis je suis issue du communautaire depuis, j'ai travaillé 10 ans et plus dans le communautaire. Donc, c'est une réalité que je connais bien. Merci, Annie. Ici? Moi, c'est Michel. Moi, je reviens, dans le fond, d'un poste de maman à la maison où est-ce que j'ai passé à peu près 4 ans et demi avec mon garçon, puis après ça, avec mes jumelles, à vivre la réalité à la fond d'une maman. De vraiment, là, c'est comme si c'était un retour à une autre époque pour bien des gens, de faire des muffins le matin, de faire les biscuits, de vraiment de participer aux activités de mes enfants. Puis après ça, je me suis dit que je voulais commencer à apprendre à développer mes passions. J'ai toujours su que moi, la politique, c'est quelque chose qui m'intéressait. Je me suis présentée comme commissaire scolaire. Après ça, je me suis présentée comme conseillère municipale. Puis j'ai vraiment découvert une passion que j'aime beaucoup parce que ça me permet justement de faire valoir le rôle des familles dans mon quotidien. J'ai la perception de la maman à la maison, mais aussi, en ce moment, je vis le besoin de l'épanouissement professionnel. Fait que c'est 2 réalités que je suis capable de vivre, je suis capable de parler d'eux, puis je trouve ça vraiment intéressant, l'opportunité que j'ai eue de participer ici, puis d'entendre tout le monde, puis encore plus de pouvoir apporter des points de vue qui sont différents. Bien, bravo, puis merci. Monsieur? Alors, je m'appelle Martin, je suis le parent de jumeaux, comme on a dit tantôt, un garçon et une fille. Ma fille est handicapée, alors j'utilise les services que vous dispensez. Je suis à même de pouvoir dire s'ils sont satisfaisants ou non. Fait que tantôt, je vais pouvoir m'exprimer là-dessus. J'ai aussi 2 petits de 6 et 7 ans qui sont les enfants de ma conjointe, avec qui je retourne dans une réalité que j'avais passée depuis longtemps, puisque les miens ont 16 ans. Et puis... Puis, c'est dur? Non, pas du tout. Parce que moi, ils ont 15 et 12, puis il me semble que j'hésiterais. Non, j'ai des bons enfants, j'ai été chanceux là-dessus. Super. C'est merveilleux, continue, excuse, je voulais pas... Non, ça allait. En gros, je m'implique beaucoup au niveau du communautaire. Présentement, je suis en retour aux études parce que j'ai des problèmes de dos. J'ai dû laisser mon métier que je faisais et puis j'étudie en secrétariat dans le but de me recycler dans un poste au communautaire.
Merci, Martin. Merci de représenter la gent masculine. On aime avoir une approche équilibrée. On devait avoir 2 papas, mais malheureusement, il y en a un des 2 qui a eu une urgence familiale, donc il était là hier, mais il n'a pas pu participer aux travaux aujourd'hui. Fait que malheureusement, vous êtes privé de son opinion. Mais je pense qu'avec les 4 personnes qui sont là, on devrait avoir quand même une bonne idée de comment ce dont il a été question depuis une journée et demie se retrouve à répondre ou non aux besoins des familles. On va peut-être faire le tour à l'inverse, Martin. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'idée de venir participer à ce sommet-là? C'était quoi tes attentes en venant ici? En fait, mes attentes ont été remplies durant les 2 journées, puisque moi, la famille, c'est quelque chose que je trouve de très important. Avec ma fille qui est différente, j'ai eu des défis au niveau familial qui ont été assez importants. Et puis, j'ai la chance de venir d'un milieu qui est très soutenant pour la famille. Je viens de Victoriaville et puis, à cet endroit-là, la communauté est très forte. Alors, je voulais venir ici un peu vérifier si ce qui se fait à Victoriaville s'est un peu répandu ailleurs, voir quelles étaient les différences. Puis hier, je me suis inscrit dans un atelier d'économie. Je me suis complètement sorti là, de mon champ de compétences. L'économie, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise. Et j'ai beaucoup apprécié là, participer à cet atelier-là parce que j'ai appris des choses nouvelles. Et puis en même temps, ça m'a permis de m'exprimer sur un sujet que je connais moins, mais qui m'a apporté beaucoup. Alors, j'ai bien aimé l'expérience. Puis aujourd'hui, je suis allé à fond dans un sujet que je connaissais là, dans le milieu communautaire. Alors, les 2 journées ont été très enrichissantes. Là. Puis les conférenciers d'hier matin aussi ont été très intéressants. Fait que pour moi, c'est un succès sur toute la ligne. Merci, Martin. Michel, toi, qu'est-ce qui a fait que tu as répondu à l'appel en disant « j'ai envie d'être là » ? Bien, moi, c'est vraiment parce que j'aime ça quand on prend la peine de me demander c'est quoi mes besoins, qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie quotidienne, dans ma famille, pour me sentir bien, pour sentir que j'ai une belle qualité de vie familiale, puis on me donnait la chance de m'exprimer, puis de participer, puis d'échanger avec les gens. Puis ça, c'est super important quand on a la possibilité d'avoir à un moment donné une voix, ou est-ce qu'on un endroit, là, vraiment comme aujourd'hui, avoir une place vraiment où est-ce que les gens vont nous écouter, c'est super important parce que souvent, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre la même réalité. Puis là, on la partage, puis on découvre qu'il y a d'autres gens qui ont la même réalité que nous. Fait qu'on est capable de s'unir ensemble puis de justement d'apporter des pistes de solutions à une problématique qu'on pensait qu'on vivait seul, mais finalement qui répond à l'ensemble des besoins de la société. Merci, Michel. Annie, toi, c'est quoi la motivation de participer à l'événement avec nous? Ma motivation ressemble beaucoup à celle de Michel. Je trouvais vraiment intéressant qu'on ait un lieu de parole, qu'on nous permet d'avoir un espace pour s'exprimer, mais aussi pour participer aux ateliers, pour voir qu'est-ce qui se disait, qu'est-ce qui se nommait. Il y a vraiment des belles pistes de réflexion qui sont sorties. Mais aussi, c'est ça, je pense que le sommet a choisi de prendre le pouls de des parents qui ont vraiment mis leur chapeau de parents, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs autres parents dans la salle. Je trouvais ça intéressant d'avoir cette voix-là. Puis j'avais aussi la thématique, les sujets qui étaient abordés venaient rejoindre plusieurs aspects de ma réalité de parents et de famille. Donc, ça permettait de voir et d'exprimer à d'autres personnes et à des instances ce que je vivais réellement aussi au quotidien. Super, merci. Sophie? Bien, en fait, je répondrai un peu la même chose. On a souvent l'impression qu'il y a des décideurs qui prennent des décisions pour nous sans qu'on soit consulté. Donc là, je me dis, c'est une occasion de moi apporter mon point de vue, de partager ma réalité. Puis en plus, bien, ça m'a permis d'avoir une nuit à l'hôtel, une bonne nuit de sommeil avec un petit déjeuner qui était servi. J'osais pas le dire. C'est une très bonne raison. De ce côté-là, tu n'es pas déçu? Pardon? De ce côté-là, tu n'es pas déçu? Pas du tout. Ah, on a quand même été bien logés. C'est super. Mais tiens, Annie, quels étaient les ateliers auxquels tu as participé? Non, excuse-moi, Sophie. Hier, Pardon, c'était les environnements qui facilitent l'intégration favorable aux familles. Puis ce matin, c'était en gros l'intégration des familles différentes. Oui. Donc, comment on peut intégrer mieux les papas, les familles d'immigrants, les familles homoparentales et tout ça. J'aimerais ça que tu nous dises quelques mots sur ce que tu as vu dans les ateliers. Est-ce que tu t'attendais à ce que tu as vu? Est-ce que tu as été surprise de certaines choses? Comment tu as vécu ça, dans le fond, ces deux ateliers-là? En fait, je dirais que ça a été 2 ateliers vraiment différents. OK. Dans quel sens? Dans le sens où, moi, je suis une personne qui est très concrète. Et je m'en venais ici, justement, en me disant, je vais donner des choses concrètes, puis je vais repartir avec des éléments concrets. Je dirais peut-être que je suis satisfaite à 50 du côté concret de la chose, concrétitude de la chose.
En fait, j'ai eu l'impression à différents moments que j'étais peut-être pas à la bonne place, que c'est peut-être moi qui n'étais pas au bon endroit, ça? dans le sens où... puis en fait, ça fait le lien aussi. Est-ce qu'on est rendu comme à faire des critiques ou... Moi, je ne sais pas si je m'avance ou Je la laisse faire des critiques? je ne veux pas vous devancer. Oui, OK. Mais en fait, C'est demandé. donc, je vous parle de concret ou de concrétitude, appelons ça comme on le veut. Entre autres, l'atelier d'hier sur les environnements, moi, dans ma tête, ma conceptualisation de l'atelier, c'était c'est quoi un environnement qui est favorable aux familles. Donc, je voyais, entre autres, avoir accès à une bibliothèque dans mon quartier, le transport en commun, stationnement réservé pour les jeunes familles et tout ça, alors qu'on en a peu discuté. On a beaucoup parlé de politique, de loi, de municipal et tout ça, et donc, c'était vraiment pas dans ma zone de confort. Puis en lien avec les propositions qui ont été présentées tantôt, je dirais qu'il y a une bonne partie qui était concrète, donc qui était très parlante, entre guillemets, pour moi, mais qu'il y a quand même une bonne partie où j'ai eu l'impression qu'on était très au niveau administratif. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai eu l'impression que dans les propositions qui étaient faites, il y avait beaucoup de propositions qui visaient à faciliter le travail des organismes. Et je me suis posé la question, comme mère de famille, concrètement, moi, qu'est-ce que ça implique? Je n'ai pas eu de réponse à cette question-là. Est-ce que les organismes qui étaient donc représentés dans les ateliers auxquels tu as participé, est-ce que tu les connaissais, ces organismes-là? Est-ce que quelques-uns de il t'arrive de participer à leurs activités ou d'avoir recours à leurs services? Très peu. En fait, il y en avait peu de Québec. Je pense que j'ai entendu une personne dans un de mes groupes. J'ai utilisé quelques ressources communautaires dans ma région. Donc, il y en a quelques-unes que je connaissais, les maisons de la famille, en fait, que je connaissais un petit peu, mais pas de façon très précise. Donc, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement c'est quoi les services qui sont offerts. Puis, en fait, ça a été aussi un de mes constats. Là, je pourrais vous parler pendant longtemps, hein, mais ça a été un de mes constats. Un de mes constats aussi, ça a été qu'il y a énormément de gens qui sont dévoués ici pour offrir les meilleurs services aux familles. Puis malheureusement, je pense que les services ou l'offre de services de ces organismes-là est peu connue. Moi, je suis une personne qui fouille beaucoup. Donc, quand j'ai envie de quelque chose, je vais aller dans Google, puis je commence à connaître un petit peu dans ma région qu'est-ce qui se fait. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que les organismes communautaires ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Avez-vous la même impression? Est-ce que, quand tu me dis donc qu'il y avait peut-être un écart entre ce que tu concevais être le type de proposition qui devrait normalement avoir été discutée, puis de réaliser finalement qu'il y avait beaucoup d'éléments qui portaient sur l'organisation du service, sur le plan peut-être plus de l'administration, ou en tout cas de l'organisation des services eux-mêmes. Est-ce que toi, dans ta façon de comprendre comment ces services-là fonctionnent, est-ce que ça t'a amené à apprendre des nouvelles choses? Est-ce que tu as l'impression que, dans le fond, c'est des univers complètement séparés ou ça t'a fait prendre conscience? On a beaucoup parlé de travail en silo. Ouais. Donc, dans ce sens-là, oui, j'ai peut-être l'impression que c'est du travail qui est fait de façon séparée. Par contre, ce que j'ai senti, puis là, ce que je vous partage, c'est vraiment ce que j'ai senti d'un point de vue très extérieur, parce que je n'ai jamais travaillé dans le milieu communautaire. Ce que j'ai senti, c'est que les organismes communautaires doivent un peu se battre pour garder leur argent, continuer à offrir leurs services et tout ça. Puis que parfois, peut-être, ça devenait un peu une guerre même entre les organismes eux-mêmes parce que chacun prêche pour sa paroisse. Puis chacun protège, en fait, qu'est-ce qu'ils ont comme ressources financières et comme ressources, point. Donc, c'est peut-être un constat un peu malheureux, mais je pense qu'il est important de faire dans le sens où tout le monde travaille pas mal pour la même chose dans ce contexte-ci pour les familles, mais je pense qu'il y a quand même une certaine compétition qui est là parce que chacun tire son bout de couverte puis veut en avoir un petit peu plus que l'autre. Puis, en fait, c'est très compréhensible, là. Mais c'est ce que j'ai senti pendant les 2 ateliers où je suis allée. Formidable. Merci, Sophie. Merci. Annie? J'ai envie de te demander la même chose. Peux-tu nous parler un peu de ce que tu as vécu dans les 2 ateliers auxquels tu as participé? Oui, j'ai eu la chance d'être dans 2 ateliers où les gens à ma table étaient très... le travail de cohésion se faisait vraiment facilement, où ça connectait. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Moi aussi, un petit peu, par exemple, à l'instar
de Sophie, je sentais que c'était plus quelque chose de politique ou d'instance. On parle des organismes, là, mais on inclut le milieu communautaire, scolaire et tout ça, où j'ai l'impression qu'il y avait... c'est normal là, que vous soyez dans le militantisme, là, puis vous êtes totalement légitime, ça, je ne peux pas le cacher, mais où je sentais que c'était, mon organisation a besoin de ça, alors que je me disais, oui, mais moi, en tant que parent, j'ai besoin de ça. Et il y avait aussi... il faut vraiment partir de la base, il faut vraiment partir des gens qu'on accompagne, des gens pour qui on travaille, des gens pour qui les organisations existent et leur demander quels sont les services, quels sont vos besoins. Est-ce que notre offre de service vous correspond encore? Est-ce qu'il y a des modifications à effectuer? Et on a beaucoup parlé de clientèle vulnérable, mais je veux juste attirer votre attention aussi sur le fait que même si présentement dans ma vie, je ne suis pas en contexte de vulnérabilité au niveau de l'aspect financier ou de l'éducation, il peut arriver dans des moments dans une vie où il y a des choses qui s'écroulent et où on se retrouve quand même dans un moment de détresse. Et on a tout autant besoin de vos services. Et quand on a besoin de vos services, on n'a pas le temps de chercher sur Google. On n'est pas dans cet état-là, on n'a pas cette disponibilité psychologique-là de se mettre à chercher les services. Donc, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment un manque d'information dans les milieux à savoir qu'est-ce qui existe déjà. Moi, j'ai eu la chance, le moment où ça m'est arrivé, de contacter une intervenante à ma maison des familles qui a pris mon cas en charge et qui a fait le pont avec les autres organismes. J'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu voudrais nous dire quelques mots sur la situation que tu as vécue? Oui, en fait, la transition entre mon enfant aîné, je suis tombée mère à la maison, perte de salaire qui vient avec ça. Je suis une fille de Boucherville, donc on s'entend que je connais la vie urbaine. J'arrive dans une localité de 320 personnes dans le fond du Bas-Saint-Laurent. Mon réseau social, familial est très loin. Donc, je me retrouve toute seule avec mon enfant, mon bébé naissant, et j'ai un postpartum qui commence à se dessiner à l'horizon. Et à un moment donné, je me suis retrouvée vraiment en contexte où j'avais besoin de nourrir ma famille, mais j'avais plus les ressources internes. Oui. Puis je le connais, le communautaire, je connais tous les organismes de mon coin, mais je savais plus. On dirait que je ne savais plus qui faisait quoi et à qui me référer. Donc, d'avoir pu appeler une personne qui dit « Parfait, Annie, écoutez, je l'ai appelée le jeudi à 4 heures, vendredi 11 heures, tout était réglé, tout le monde, je savais, l'intervenante est venue me chercher. On a été faire le tour des autres organismes pour me présenter, puis c'est même des organismes d'une autre MRC qui m'ont soutenue. Donc, ça a été vraiment un service incroyable de ma maison des familles. Puis, je suis très reconnaissante. Mais c'est ça, si on pouvait aussi, tu sais, ce que j'entends, c'est que oui, on a tous notre clientèle privilégiée, cible, en fait, selon notre mission et tout ça, mais travaillons ensemble. Tu sais, j'entends, mais ça appartient au municipal, oui, mais il faut travailler avec les municipales, il faut travailler avec les citoyens, il faut travailler avec les organismes. Je sais là, qu'il y a de la concertation, puis de la réunionnite, puis je l'ai vécu, là, inquiétez-vous pas. Mais c'est ça, il faut trouver une façon de travailler ensemble, tout le monde, pour soutenir les familles. C'est super important. Moi, c'est ce que je retiens, du moins, là, parce que j'entendais ce souci-là, mais il faut en arriver à le faire aussi. Là. Merci, merci Annie. Bienvenue. Michel. Moi, j'ai participé. Mon premier atelier, c'était le continuum des services à travers les cycles de vie. Le deuxième, c'était dans un univers totalement différent qui était l'environnement fiscal des familles. Peu importe le choix d'atelier, on arrive avec une perception. On veut apporter, on arrive, on a envie d'apporter des choses, puis on se retrouve avec un groupe de personnes qui tout le monde a une opinion, tout le monde veut partager quelque chose. On a tous des points de vue qu'on veut faire valoir, puis moi aussi, la perception que j'ai eue, c'est que ça a été difficile quand on arrive et on veut porter le chapeau d'un parent, de savoir ce qu'on va apporter comme proposition. C'est des choses qu'on veut être capable de dire, bien moi, j'ai participé au sommet de la famille, puis voici ce qu'on veut avoir pour vous, les familles. Quand on est en train de vraiment de parler de politique, de vraiment le travail des organismes, la concertation régionale, parce que dans chaque milieu, la réalité est différente. On a différents organismes qui ont différentes missions, qui ont différentes visions, qui travaillent de concert, qui participent à des concertations ou pas, mais c'est toujours différent. Peu importe l'application qu'on va en faire, on a trouvé des pistes. La conciliation travail-études-famille, elle va être différente pour chaque personne, comme elle va être différente dans chaque milieu où est-ce qu'on va vouloir appliquer cette formule-là. Mais ce qui est difficile, c'est d'arriver justement... C'est de repartir en se disant « Mais mon Dieu, j'aurais tellement aimé ça, dire ça aussi, puis de rajouter ça. » Puis là, quand on voit l'ensemble des constats qui ressortent, on se dit « Oui, oui, oui. » Mais moi, ce que je trouve, c'est pour les parents, si on arrive avec ce constat, voici ce qu'on aimerait proposer à la prochaine campagne électorale pour les prochains partis politiques. Le message qu'on veut tenir pour les familles, il n'est pas encore assez présent dans ce qu'on a dégagé.
on a un petit peu trop parlé de l'application qu'on va faire à travers les organismes, le ministère de la Santé, la famille, l'éducation, en oubliant de se concentrer sur la base des besoins des familles. Puis je pense que c'est ça qui serait important de faire ressortir du sommet. Trop proche de la machine, peut-être pas assez proche du monde. Oui. OK. Merci, Michel. Martin? Bien, comme je disais tantôt, moi, j'ai participé à un atelier sur l'économie hier. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, comme je vous ai dit, parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Mais ça a été très enrichissant. Les gens qui étaient à ma table m'ont appris des choses. Et puis, je fais un lien avec le communautaire, l'atelier sur le communautaire que j'ai fait aujourd'hui, qui sont deux choses complètement différentes. Là, on parle d'économie et de consommation, puis de l'autre côté, on parle de travail communautaire. C'est deux choses qui sont aux antipodes. Mais si je peux relever une observation qui peut s'appliquer aux deux, c'est qu'on a beaucoup travaillé à essayer de mettre des solutions que les autres vont nous amener. Moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est premièrement faire un travail personnel sur vous, puis avec vos organismes, en disant, moi, qu'est-ce que je peux changer concrètement, au lieu de demander au gouvernement, je veux plus d'argent, oui, on a besoin d'argent, je veux que tu m'aides dans mes services, oui, on a besoin d'aide pour ces services-là, mais nous, en tant que personne, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça qui m'a fait allumer le plus, parce que là, on fait des demandes, on peut en faire, je ne me rappelle plus du nombre qui a été nommé tantôt. 282. Là. Mais pour arriver... La journée d'hier seulement. Celle de ce matin, on les intégrera. Ils n'ont pas été comptés. Fait que pour arriver à des résultats, il faut premièrement, ça c'est moi qui le crois, là, mais il faut vraiment changer de mentalité. Là, surtout hier, quand on parlait de consommation, là, on voit là, qu'on presse le citron. Il n'y en a plus de jus à sortir. Là. Oui, travailler, oui, aller sur un marché qui va nous permettre de s'exprimer et devenir de meilleures personnes, mais si on est là pour parler de la famille, ça ne va pas avec la consommation, ça ne va pas avec le travail, ça va avec des valeurs qui sont plus importantes que ça, qui sont en dedans de nous. Fait, moi, ce que je retiens de mes deux ateliers, là, c'est faire un travail personnel, travailler avec le groupe avec qui on est, pour être prêt à recevoir toutes les choses qu'on a demandées. Tout à fait. Merci, Martin. Alors, c'est sûr, évidemment, bravo. C'est sûr, évidemment, que la façon dont on a préparé les ateliers, bien, je pense que ça encourageait tout le monde à aller faire sa liste d'épicerie pour pouvoir mettre ça sous le nez des candidats de la prochaine élection. Fait que on a une part de responsabilité dans ce décalage-là que tu constates. Mais par contre, Michel, tu disais qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire que tu n'as peut-être pas trouvées à dire comme tu aurais voulu les dire à cause de la dynamique des discussions, des personnes avec qui tu te retrouvais à faire ces discussions-là aussi. Fait que j'aurais peut-être envie qu'on les passe, dans le fond, nos 4 thématiques. Puis je vous questionnerai chacun à tour de rôle. Vous, personnellement, dans votre vie de famille, on avait 4 thématiques là. Comment faire pour mieux soutenir les familles dans leur rôle économique? Et c'est là qu'on a parlé de fiscalité, de consommation, de conciliation famille-travail. Comment faire pour soutenir les familles dans leur rôle social? On a parlé de l'organisation des services, du continuum de services, puis de l'accès aux services. On avait une thématique sur le rôle dans les communautés, le rôle communautaire, comment développer des milieux de vie qui répondent aux besoins des familles, comment aussi assurer le déploiement de tout le réseau de services dans les communautés, donc particulièrement les services qui sont donnés par les organismes communautaires pour mieux soutenir les familles. Puis notre troisième thématique qui était sur le rôle de transmission des valeurs et de la culture. C'est d'abord dans les familles, puis avec l'éducation des enfants, qu'on transmet d'une génération à l'autre ce que l'on est, ce que l'on a comme identité en tant que nation. Fait que si on les prend par une, peut-être si on y va d'abord avec Sophie sur la première thématique, le rôle économique, toi, ce serait quoi les éléments qui permettraient à ta famille d'être mieux outillée, mieux soutenue dans ce rôle-là? Là, vous voulez que je prenne les quatre thématiques? On va les passer un par un. On va OK. faire un petit tour Bon, avec chacune des thématiques. OK. Fait qu'on commence avec Le rôle économique. rôle économique. Comment on peut mieux soutenir ta famille dans son rôle économique? En me donnant plus d'argent? Bien, je répondrai peut-être pas directement à votre question, mais je vous disais en début de présentation que j'avais délaissé un emploi, moi, en milieu hospitalier. Donc, ça impliquait de laisser de côté des avantages sociaux. Donc, j'avais une permanence, j'avais un emploi stable, donc des revenus stables, j'avais les maladies et tout ça. Je vous dirais qu'entre autres, ce qui m'a permis de faire le changement ou de faire le move, entre guillemets, bien, c'est d'abord que mon conjoint a un revenu qui est stable, mais d'un point de vue plus gouvernemental, les prestations que je reçois pour mes 3 enfants, donc à la fois au fédéral puis au provincial,
Je ne vous cacherai pas que si demain matin, la prestation, particulièrement la fédérale, arrête du jour au lendemain, moi, c'est sûr que je dois recommencer à travailler, en fait, à augmenter mes heures de travail. Donc, j'ai envie de dire que cette prestation-là, pour moi, fait une énorme différence Donc, il faut absolument la dans mon protéger, quotidien. la bonifier peut-être. Oui. Donc, j'ai choisi que cet argent-là nous permette d'être un petit peu plus à la maison et disponible pour les enfants de la famille. Et d'avoir une meilleure conciliation famille-travail qui venait aussi dans les éléments de ce bloc-là. Oui. Super. Merci, Sophie. Annie? Oui, bien écoutez, c'est ça. J'ai fait le choix, c'est un choix personnel de rester à la maison. En fait, comme je vous expliquais, la réalité était que si j'allais travailler, je devais emprunter de l'argent à mon conjoint pour subvenir aux besoins de ma famille et pour subvenir à mes moyens de transport et subvenir au niveau de la garderie. Donc, on n'avait pas les moyens d'assumer ces frais-là si je continuais l'emploi dans lequel j'étais. Donc, c'est un choix personnel. J'ai fait un choix aussi d'être étudiante à la maîtrise et il y a des parents qui font des choix de faire des retours aux études qui sont tout à fait légitimes. Toutefois, bien, mon seul salaire présentement dans la vie, ce sont mes allocations familiales. Et vous savez que lorsqu'on a un seul enfant, le revenu n'est pas à se péter la tête, c'est mieux. Donc, c'est des choix qu'on fait, mais ça met ma famille en situation de, tu sais, on est correct, on manque de rien, on a géré notre hypothèque et tout ça en fonction d'un seul salaire et de si ce salaire-là était en chômage. Donc, mais il ne faudrait pas que le toit se mette à couler, par exemple. Non, c'est ça, mais il ne faudrait pas qu'il arrive d'autres choses, tu sais, de plus majeures. Sauf que je n'ai pas de soutien autre que celui-là. Tu sais, j'ai personne qui m'aide à subvenir au niveau des frais de garderie, les journées où je dois aller à l'école et que mon enfant, en plus, c'est une maîtrise temps partiel, donc c'est une journée par mois où j'avais besoin d'une garderie, mais j'ai dû me prendre une garderie à temps partiel à toutes les semaines pour pouvoir arriver à avoir cette journée-là et en avoir quelques autres pour moi, pour pouvoir étudier un peu et mener à bien ma maîtrise. Donc ça a été quand même difficile parce que c'est une dépense qu'on n'avait pas prévue au départ et c'est un moment où j'ai eu un conflit de loyauté avec moi-même où je me suis dit, ben je me suis engagée à être maman à la maison à temps plein et finalement Mais il faut que j'aille l'amener à la garderie 2 jours par semaine pour avoir Mais accès c'est au ça, ne serait-ce qu'avoir une journée par mois dont j'avais besoin. Donc il y a comme aussi un manque à ce niveau-là, puis on l'a nommé dans un atelier. Les CPE qui sont une mesure, disons, très importante des politiques familiales pourraient peut-être être un petit peu plus flexibles pour accommoder les parents qui ont des besoins moins réguliers comme toi. Oui, ou ne serait-ce que les milieux de formation puissent avoir accès à des garderies ou des services de garde qui ont des places disponibles pour ces moments-là. Parce que je ne suis pas la seule maman non plus dans ma cohorte qui a vécu ça et je suis certaine qu'il y en a plusieurs autres qui ont cette réalité-là. Puis on a la réalité aussi chez moi de la distance physique. Donc, tu sais, tantôt je disais, bon, j'ai 1h15 à faire de la route, je sais, là, vous faites la même chose dans le trafic, je l'ai vécu. Mais la distance physique aussi fait en sorte que ben, si je veux aller dans l'organisme où j'ai besoin de service, ben, je dois me faire au moins 30-40 minutes de voiture, ce qui implique beaucoup de frais d'essence aussi, ce qui implique un déplacement, beaucoup de gestion. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, est-ce que ça vaut le déplacement réellement ou je reste à la maison avec ce que j'ai? Donc, dans ta région, il y a une problématique d'éloignement des services. Oui, voilà. Et on s'entend que l'essence continue de monter, ça prend 2 véhicules. Donc, il y a plein de choses comme ça où je me dis, bon, mais c'est un choix personnel, je l'assume à 100%. Toutefois, est-ce qu'il y a des mesures qui existent que je ne connais pas? Tantôt, on parlait, on manque peut-être d'informations sur les services qui existent, mais on manque peut-être d'informations aussi sur les aspects fiscaux qui existent qui pourraient nous soutenir en tant que parents. Là. Merci. Merci, Annie. Michel? Comment on peut mieux soutenir ta famille dans ses responsabilités économiques? Bien, moi, c'est pas comment on pourrait mieux la soutenir, mais je vais mettre l'emphase sur une chose qu'on commence à parler un peu plus dans ce discours, c'est le rôle des pères. Moi, mon chum, j'étais déjà à la maison. Pour mes jumelles, il est resté, il a pris l'entièreté du congé parental et du congé paternité. Il a été présent avec moi, avec les jumelles, avec mon fils aussi. Ça a fait une différence énorme dans la manière où est-ce qu'on a vécu vraiment l'accueil de 2 cocottes en même temps. Il a été présent pour moi, puis il a développé un lien très fort avec ses enfants parce qu'il a participé avec moi aux activités, il a participé à l'apprentissage, il était là dans les grands moments. On a partagé ces moments-là au quotidien ensemble, puis c'était super important. Puis l'autre chose importante dans la conciliation que moi je trouve important, j'ai été maman à la maison, mais il y a des moments où est-ce que j'avais d'autres choses à faire, j'avais des rendez-vous, je voulais commencer à m'impliquer un peu plus, fait que ça demandait que j'aie des disponibilités le jour, le soir. Alors le soir, OK, c'est correct, mon chum, il est là, mais le jour, le service de garderie, tout ce qui est les services de garde flexibles, des fois, on en a besoin pour quelques heures, mais des fois, on en aurait besoin peut-être juste 2 jours par semaine. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui serait intéressant à développer comme modèle, qu'on ne se dise pas juste que le service de garde, c'est pour mettre nos enfants là du matin au soir, qu'on ait la flexibilité à un moment donné
malgré tous les conflits opérationnels que ça peut apporter, qu'on puisse se dire, c'est correct, une fois de temps en temps, on a des horaires plus flexibles, ça nous permet justement d'envoyer les enfants dans un milieu de garde où est-ce qu'ils vont vivre de beaux apprentissages, qu'ils vont se faire des amis, qui vont être bien stimulés, mais qu'en même temps, nous, on va pouvoir commencer à se préparer à réintégrer le marché du travail ou à avoir d'autres occupations aussi. Excellent, Michel. Martin? Moi, ce que je trouve important au niveau de l'économie, c'est surtout d'avoir une éducation qui est conséquente à ce qu'on va vivre dans les années à venir. Mon fils, il est en secondaire 4 présentement, puis ils n'ont pas de cours d'économie à l'école, puis ça me déçoit beaucoup. Je suis capable de lui en parler un peu, je suis capable de lui montrer quel est mon budget par rapport à mes revenus, puis comment je place un peu mes choses, mais j'aimerais ça aller en profondeur avec lui expliquer les intérêts, les taux d'intérêt, lui expliquer les phénomènes d'endettement, les conséquences que ça peut avoir. Tu me l'expliqueras si jamais tu développes l'outillage pour. Bien, c'est ça. J'aimerais qu'on me le développe, cet outillage-là, puis qu'on me l'apprenne. Oui, c'est important de le montrer aux jeunes au secondaire, mais moi, encore, j'ai un besoin de ce côté-là. Et puis, les ressources ne sont pas nécessairement là pour nous aider. Si je vais à la banque, ils vont me donner certaines informations, mais seulement les informations qui leur plaisent. Ils ne me donneront pas les informations qui vont nécessairement me servir à moi. Si on prend l'exemple d'un achat de maison, on nous donne tout plein d'informations, mais on ne nous explique pas que quelques années après, les taux risquent d'augmenter de façon incroyable et qu'on ne se fait plus capable de re-signer un tel prêt. La logique, lorsque je le dis, c'est évident, tu sais, mais quand on est jeune et qu'on a des rêves, ben, d'avoir une voiture, un système de son, une maison, sortir, on n'est pas tout le temps assez près de les impacts que ça peut avoir. Les décisions les plus avisées Ouais, sur le plan de je la pense que consommation. l'éducation, c'est très important à ce niveau-là. Super. On va parler maintenant du rôle social. Peut-être on poursuit avec toi, Martin. Le deuxième bloc, dans le fond, nous, on partait de la prémisse que les familles, c'est un peu le pivot de l'ensemble des services qui se rendent aux enfants, qui se rendent aux personnes âgées, etc. C'est un peu par les familles que tous les services transitent. Puis les ateliers avaient pour but de vraiment réfléchir à comment améliorer l'accès aux services, puis comment aussi rendre les services plus constants, puis avoir une meilleure cohérence dans l'ensemble des services qui viennent un petit peu de tous les morceaux de la machine gouvernementale. Vous, quand vous pensez aux services qui sont offerts aux familles, c'est quoi les idées que vous avez ou en tout cas les besoins que vous avez pour certains services en particulier? Comment vous abordez cet aspect-là de votre responsabilité en tant que famille? Martin? Bien, moi, la plupart des besoins que j'ai eus pour la famille, c'est en relation avec ma fille, puisqu'elle est handicapée, qu'elle me prend beaucoup, beaucoup de temps. Je dois m'absenter du travail, puis elle a des besoins particuliers qui fait que je dois fréquenter des centres qui vont lui aider à avancer. Et puis, je suis en train de perdre mon idée. On parle d'accès aux services, tu nous parles donc de ta fille Oui, qui a des besoins particuliers. Je me remets, v'là 15 ans, où est-ce que le besoin des services s'est fait sentir. C'est pas évident. Je suis chez moi avec ma conjointe puis mes 2 enfants, puis on sait que ça va pas, on sait qu'on a besoin de services, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, dans la vie, il n'y a pas personne qui est préparé à avoir besoin de services. Fait que ce qui a sorti en atelier, c'est la préparation à ça, la sensibilisation à ça. Premièrement, aller demander des services, ça demande une certaine dose d'humilité. Se présenter au CLSC puis dire j'ai rien dans mon frigidaire parce que je n'ai pas travaillé pendant 3 jours la semaine passée pour s'occuper de mon enfant qui était à l'hôpital. Mettez-en des exemples comme ça, il y en a plein. C'est un aspect qui est difficile à confronter. Et puis, si déjà là, la société serait prête, serait plus inclusive envers les personnes qui ont des besoins différents, qui sont en situation de vulnérabilité, ça nous permettrait plus facilement de demander des ressources. On parlait de guichet unique d'information. C'est un peu le rôle des CLSC, mais moi, je crois que c'est à revoir parce que des fois, on se présente au CLSC, les services offerts ne sont pas tout le temps tous connus, qui sont disponibles dans la communauté. Puis moi, d'où est-ce que je viens des services, il y en a en masse. Il s'agit juste de les connaître. Fait que je me dis, il faut informer les gens par rapport à ces services-là. Il ne faut pas faire le travail à leur place, mais quand les gens se présentent à un endroit, il faut qu'ils soient bien encadrés et puis il faut que les intervenants soient prêts à les encadrer. Il faut qu'il y ait un système déjà en place qui leur permet de le faire.
puis qu'on sache où on peut aller, puis qu'à ce Exactement. place-là, on va nous aider à aller accéder aux services dont on a besoin. Exactement. On n'est pas à fouiller midi à 14 heures. Exact, parce Puis- qu'on n'est pas dans l'état. Parce que déjà, l'état d'esprit n'est n'est pas très, très favorable à ce type de posture-là. Voilà. Oui, excellent, Martin. Toi, Michel, qu'est-ce que tu as à dire sur cet aspect-là de notre Bien, travail? moi, quand on parle de service, quand on va à la recherche de services pour peu importe le besoin, ce que je trouve important, c'est de rassurer les parents en leur disant qu'ils sont des parents compétents. Les parents, c'est les personnes les plus importantes dans la vie des enfants, puis c'est eux qui les connaissent bien, puis c'est vers eux qu'on doit tourner notre confiance lorsqu'on offre des services. C'est pas parce que, tu sais, on a des problématiques des fois, nos enfants, ils ont des problèmes de sommeil des fois, il y en a qui tombent malades plus souvent que les autres, on a des suivis médicaux, mais il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en considération. C'est pas juste de dire, bon, ben voici comment est-ce que tu dois appliquer une formule magique pour élever tes enfants. Il faut prendre le temps d'écouter les parents, d'écouter vraiment, puis de prendre en considération la situation familiale, puis surtout les choix qu'ils ont faits. Quand on décide d'être maman à la maison, quand on décide d'avoir une alimentation qui va être différente, quand on décide de faire des choix, on veut inscrire nos enfants à des activités sportives ou artistiques, c'est les valeurs qu'on veut leur donner, puis c'est ce qu'on veut transmettre à nos enfants, puis souvent, mais ce qui est un peu différent avec le milieu communautaire, parce que les gens sont très à l'écoute, mais dans certains systèmes, on a l'impression qu'on n'est pas écouté. On a l'impression qu'on veut nous imposer un modèle sur la façon d'éduquer nos enfants, puis c'est vraiment pas ça. Il faut être capable de développer, comme le font les organismes communautaires, vraiment des ateliers, des activités pour écouter les parents, mais qui répondent aux besoins, pas en essayant de leur impliquer, en essayant de leur inculquer vraiment la façon dont ils devraient éduquer leurs enfants. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs Ouais. enfants, puis Ouais. on peut valoriser leur... Bravo. Annie? Bien, ça me touche tellement ce que tu viens de dire. Hein. C'est mon domaine de recherche. Voilà. Puis c'est dur aussi pour un parent qui étudie le sentiment de développement, de développement du sentiment de compétence parentale, puis d'aller cogner à une porte et dire, excusez, présentement, je me sens très incompétente. Aidez-moi. J'entendais vos 2 points, puis je me disais, mais qu'est-ce qui nous freine donc à aller cogner aux portes puis à dire, écoutez, on a besoin d'aide, on a besoin de vos services, je sais qu'ils existent. Est-ce que c'est l'auto-jugement, la crainte du jugement de l'autre? Est-ce que c'est justement l'humilité, l'orgueil? Il y a comme un frein qui fait qu'on ne le fait pas nécessairement puis qu'on attend tout le temps d'être rendu au bout de nos ressources internes et physiques et psychologiques pour dire, bon, ben là, OK, là, c'est... Pour aller cogner. C'est puis là, ça, on attend d'être en crise avant de à ce moment-là, le bouger. feu est pris. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est Mais sûr tu sais- que c'est là que on pousse dans les organismes, on pousse dans le réseau en disant, mais écoutez, j'ai besoin de service là maintenant, tu sais. Nous, on a une hypothèse dans le sondage sur la conciliation famille-travail dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ce qu'on voyait, c'est que la très grande majorité des parents préfèrent se débrouiller par leurs propres moyens Ouais. avant d'avoir recours aux mesures de conciliation famille-travail qui sont offertes dans leur milieu. Comme si, dans le fond, les familles avaient intégré l'idée que, ben, tu as voulu faire des enfants, ben, à cette heure, débrouille-toi avec le problème. Puis qu'on avait ça, cette pression-là qu'on se mettait en tant que famille sur les épaules, qu'il fallait vraiment se rendre tout au bout de nos ressources avant d'aller cogner pour demander de l'aide. Ouais. Alors, des fois, si on fait ce geste-là un petit peu plus tôt dans le processus, ben, tout se règle beaucoup plus facilement. Mais encore faut-il le reconnaître aussi personnellement qu'on est dans cette situation-là. Alors, ce qui peut-être est qu'il pas faut toujours encourager facile. les gens à apercevoir qu'il est normal Oui. qu'on ait un réseau de soutien, puis que c'est pas parce qu'on échoue dans notre responsabilité Voilà. qu'on se retrouve là, mais au contraire, c'est parce qu'on prend les moyens pour y arriver. Oui, puis un dernier Super. point que j'avais à amener aussi par rapport à ça, c'est que. Là, c'est mon côté éditorial. Là. C'est permis. C'est le fun là, que le réseau de la santé pelte dans la cour des organismes communautaires. Sauf qu'à un moment donné, de un, on sait tous que le communautaire, bon, souvent les projets vous sont pelletés et le financement ou le soutien du réseau ne suit pas. Mais est-ce que, sincèrement, le réseau pourrait au moins nous référer vers les endroits où ils peltent les projets? Parce que souvent, on fait des demandes au CLSA, on fait des demandes à des endroits. On se retrouve sur des listes d'attente en disant « Ah, mais c'est nos compétences, ça nous appartient, donc on attend. » Mais je sais que l'organisme communautaire à côté, il pourrait tellement me soutenir dans ça, mais on ne me réfère pas. Puis pourtant, ils ont les pamphlets, les organismes vont les rencontrer, vous êtes sur des tables de concertation ensemble. Mais de grâce que le réseau nous réfère vers les bons endroits aussi et arrête d'essayer de nous garder dans leur chasse gardée. Là, multiplions les efforts. Voilà. Si vous pelletez, ben, mettez-nous dans la pelle. Mais c'est voilà. ça, garochez-nous. Voilà. Sophie? Bien, en fait, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Au niveau peut-être plus du développement de l'enfant, ce qui a été ressorti hier comme idée que je trouvais quand même intéressante, là, en fait, je ne sais pas à quel point c'est réaliste de penser le faire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir des programmes de dépistage des difficultés chez les enfants, donc
Je ne sais pas, à partir d'un certain âge, les enfants sont rencontrés pour... en fait, à l'école de mon grand, ils font un dépistage, l'hygiéniste dentaire se promène et fait un dépistage au niveau de l'hygiène buccale. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'avoir un dépistage au niveau du langage, au niveau cognitif, sans parler d'une grosse évaluation comme telle, mais au moins pour être un petit peu plus en prévention des difficultés. Puis si on voit qu'un enfant de 3 ans ne dit pas un mot, bien, c'est pas normal qu'il se ramasse à 6-7 ans, puis que là, on commence à se questionner sur les difficultés langagières. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? On entend des gens qui Madame approuvent, Letizia. parce qu'il y a des gens ici du groupe de travail montérégien en orthophonie, OK. développement du langage, qui ont justement développé un concept d'orthophonie communautaire OK. où tous les intervenants de la communauté en petite enfance font des activités de promotion puis de prévention OK. en développement du langage Ben, wow. pour repérer les enfants qui ont des problèmes. Ouais. Puis ceux-là peuvent être pris en charge par les orthophonistes du CLSC, mais ça fait en sorte que les orthophonistes Oui. peuvent travailler sur les bonnes choses. Ouais. Ouais, Mais tu tout sais, à on fait. agit beaucoup en traitement de, mais Ouais. peu en prévention, alors que traiter prévention, des hein, problématiques, c'est- ça coûte beaucoup de c'est sous à le une parent société pauvre du aussi. système de la Puis Des fois, santé. ça va prendre plus de temps de régler un problème qui aurait pu être dépisté pas mal plus tôt. Excellent. Bravo. Ça existe dans les basses. Ça existe, chez nous. J'aimerais ça que vous me parliez de votre vue, enfin, de vos besoins pour les 2 dernières thématiques. On va les traiter ensemble parce que le temps file. Fait que les 2 dernières, c'était sur les environnements favorables aux familles, donc comment développer des communautés qui répondent à vos besoins pour vos familles. Puis le dernier élément sur la transmission des valeurs et de la culture. Donc, Sophie, toi, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer ton quotidien, mieux te soutenir? En fait, je suis tannante avec mon concret, là, mais... Non, au contraire. Tu sais, pour moi, un environnement qui est favorable aux familles, c'est un environnement qui est pensé pour les familles. Je parlais un petit peu plus tôt aujourd'hui qu'une fois, mon conjoint était parti avec le bébé, avec le plus jeune, pour changer la couche au restaurant. Il est revenu avec mon bébé en disant « Peux-tu aller changer sa couche parce qu'il n'y a pas de table à langer dans Ça la existe salle encore? de bain? » Donc, ça existe. On a parlé aussi dans l'atelier tantôt des fois juste peut-être de modifier certains termes comme une salle d'allaitement. Est-ce que c'est nécessairement une salle d'allaitement? Est-ce qu'un homme seul qui veut donner le biberon à un enfant va se sentir comme un homme qui veut aller voir des seins? Ou si vraiment il peut se sentir tout à fait légitime d'aller donner un biberon dans un environnement qui est favorable au fait de nourrir son bébé? Donc, il y avait aussi M. Cusson, je pense, hier, qui parlait, entre autres, des nouvelles constructions où on a comme des normes, là, où on s'attend à ce que quand on fait un nouveau bâtiment, bien, les normes d'accès à la fois pour une poussette et un fauteuil roulant sont respectées. Donc, moi, je pense que ça devrait faire partie de chaque nouvelle construction, de penser, est-ce que c'est un environnement qui va donner le goût aux familles de venir ou qui va faire en sorte qu'on va dire « Ah, non, c'est trop compliqué » ou « Je suis frustrée à chaque fois parce qu'il faut que je tienne ma porte en même temps que je tiens ma poussette puis que j'en ai un autre qui part dans le stationnement puis qu'il faut que j'aille rattraper. » Donc, des fois, juste un petit bouton, ça peut faire toute une différence quand on a les bras pleins. Puis moi, j'ai une suggestion pour toi. Oui, quoi La prochaine donc? fois que vous allez au resto, puis que papa, il revient avec le bébé parce qu'il n'y a pas de table à langer dans la salle de bain des hommes, là, envoyez-les dans la toilette des filles. Oui, c'est ça. Oui, aussi, effectivement. Je pensais que vous alliez me dire de le changer sa table. Ben Là, non. J'allais dire « Ah! Un peu de pudeur. Invoque son droit d'utiliser Ouais, c'est ça. la salle de bain à laquelle il s'identifie le plus Tout à fait, à ce aussi. moment-là. Oui, Est-ce que tu avais quelque chose à dire sur Non. le dernier bloc? Ça va? ça va. Merci, merci Sophie. Annie? Ben, en fait, moi, j'ai eu un problème d'inclusion. Je voyais qu'il y avait comme j'ai senti le besoin d'inclure les aînés dans la famille. J'ai l'impression qu'on est en train de les sortir de c'est quoi une famille, nos OK. aînés. Ne serait-ce qu'on a un ministère de la famille puis un ministère des aînés. Mon grand-père a 87 ans, mais il est encore dans ma famille. Puis je veux dire, il n'est pas sorti de mon cadre familial. Puis j'entendais hier, je ne sais pas, elles sont où les 2 belles jeunes femmes, mais où on me disait bien, les besoins qu'on demande au niveau municipal pour, disons, l'aménagement d'un parc, mais les besoins pour les jeunes familles sont sensiblement les mêmes besoins que pour les personnes aînées. Et je me dis, mon Dieu, mais on fait 2 pierres d'un coup. Mais comment ça se fait? Je trouve que c'est important de s'assurer de toutes ces choses-là. Puis je trouve que c'est important de ne pas mettre nos aînés dans une case à part. C'est important de les ramener avec nous, de les ramener dans l'aspect famille, parce que souvent, ils sont un soutien. Quand on est mal pris, on appelle qui? Grand-papa, grand-maman. Ils font partie du réseau, ils sont là. Puis c'est certain aussi qu'on a maintenant les générations sandwich qui doivent prendre soin de leurs adolescents et de leurs parents qui vivaient des problèmes de santé ou peu importe. Donc, il faut prendre en considération ces choses-là. L'autre point aussi, c'est peut-on donner plus de place au papa? Parce
que, bon, je suis la première à castrer un petit peu, là. Mais, Très honnête. oui, Très voilà. bravo. Pas de filtre, puis pas d'humilité. Donc voilà, mais donnons-leur l'espace, donnons-leur. Tu sais, je trouve que quand j'ai vu qu'il y avait Martin avec nous sur le panel, j'étais tellement contente de pouvoir avoir sa réalité. Mais on oublie ces choses-là. Les choses sont beaucoup faites en fonction des mamans, mais effectivement, papa qui veut changer une couche, il va où? J'entends ces préoccupations-là de plus en plus. Puis que les pères aient des lieux pour nommer c'est quoi la réalité de papa aussi. Parce que vous vivez des enjeux complètement différents. Je me souviens plus qui tantôt, c'est toi qui disais, tu sais, le lâcher-prise. Puis, mais c'est vrai, les mamans, on a beaucoup de contrôle, puis on a été élevés comme ça, puis c'est culturel, tu sais. Mais redonnons-leur la place aux papas d'être des papas aussi. Moi, je trouve que c'est très important dans ce Merci, volet-là. Bienvenue. Super, merci. Michel? Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée, puis c'est surtout l'ensemble des discours. C'est comment arriver à créer des milieux pour les familles. Puis j'ai beaucoup entendu parler de les municipalités. On parle beaucoup de politique familiale municipale. Puis surtout, le travail, je pense, là-dedans, c'est que la plupart des gens trouvent qu'il y a des municipalités qui se dotent de politique, mais au final, on se demande si on vraiment consulté les familles, puis si vraiment ça va changer quelque chose dans leur réalité quotidienne. Fait que le travail que je peux faire, oui, je suis une élue municipale, mais il faut aller au-devant de ça, il faut vous intéresser. Quand il y a des consultations publiques, quand on vous offre la chance de prendre une place, c'est tellement important d'apporter les idées des parents puis de les inclure dans la consultation. Puis par la suite, c'est... Oui, quand on commence une politique, on peut avoir accès à un certain financement, mais une fois que la politique elle est écrite, c'est parce qu'on veut qu'il y ait des actions, on veut qu'on ait des découlants, parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est que les familles viennent s'établir sur notre territoire, puis on veut qu'ils continuent à rester là. Puis pour rester là, mais souvent, le problème, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est que oui, mais le municipal, on en a beaucoup, parce que pendant plusieurs années, le municipal, ils ont géré de la voirie, ils ont géré des trottoirs, ils ont géré de l'infrastructure. Puis là, il faut arriver avec un discours famille. Il faut leur dire, vous devez commencer à penser que oui, il y a une population qui est plus vieillissante. Alors, si vous voulez pérenniser votre municipalité puis vous assurer qu'il va y avoir encore des gens ici dans 20-25 ans, il faut commencer à penser à les inclure là-dedans, parce que ces familles-là, il faut que les gens commencent, ils finissent leurs études, il faut qu'ils viennent s'établir chez vous, il faut qu'ils choisissent votre communauté, parce que c'est trop facile, à partir d'un certain moment donné, de délaisser notre milieu natal pour s'en aller vers un centre urbain où est-ce qu'on pense qu'on va avoir plus de services, mais la pérennité des petits milieux, ça va passer vraiment par l'inclusion de... Il faut penser famille, il faut leur offrir quelque chose. Super. Merci beaucoup, Michel. Martin? Moi, je veux vous faire part d'une histoire à succès, puis je vous invite à prendre un papier et un crayon, puis noter ces deux choses-là. C'est ça, La première, c'est la ville de Victoriaville, et puis la deuxième, c'est M. Patrick Paulin, qui est un... Patrick, c'est quelqu'un qui travaille à Victoriaville, qui est un élu municipal et puis qui travaille fort pour les familles. Quand je vous dis que je veux vous faire part d'une histoire à succès, c'est qu'à Victoriaville, le communautaire est très, très développé. Il y a un lien qui est très fort avec la ville là-bas. Les projets, amenez-en, on va en prendre. La ville est vraiment ouverte à ce qu'on a à dire. L'intégration des personnes handicapées, oui, mais aussi des familles. Je reprends l'exemple des poussettes. Là. Je pense qu'il n'y a pas une classe à Victoriaville qu'on ne peut pas passer avec une poussette. Tout a été pensé. Puis, encore, je reviens avec ce qui a été dit, consultation. À Victoriaville, on est souvent consulté. Les gens participent. Et puis, on n'est pas juste consulté, on est écouté. Alors, je vous invite ici, là, les intervenants, à venir nous voir à Victoriaville. Venez parler avec M. Paulin, puis venez chercher là, ce qu'il a fait. Venez voir tout ce qui a été mis en place à Victoriaville. Là. Moi, ça fait 15 ans que je vis là, puis j'ai vu là, 15 belles années là, d'amélioration, puis je ne voudrais jamais partir de là. J'ai appelé des gens dans ma famille qui avaient des problématiques. Entre autres, un cousin qui demeurait ici à Saint-Hyacinthe, qui n'avait pas accès aux services. Les gens de Saint-Hyacinthe, bouchez vos oreilles. Mettons ça concret, il vivait ici, puis il y avait un enfant qui avait des problèmes, puis il n'arrivait pas à obtenir les services qu'il voulait. J'ai dit, viens à Victoriaville, il y a des gens qui sont dédiés à donner des services. Puis, il est venu, et puis il ne repartirait jamais parce que sa famille a obtenu tout ce qu'il avait de besoin. Puis là, je n'ai pas été payé par mon maire pour dire ça. Mais tu devrais y envoyer ta facture. Effectivement, non. Mais sérieusement, j'ai vraiment découvert un milieu de vie intéressant qui doit être reproduit ailleurs. Parce que dans les ateliers, j'entendais que dans d'autres villes, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Et puis Victoriaville devrait être vraiment pris en exemple pour les actions qui ont été prises. Je suis vraiment content d'y
En 10 plus, livres, ça... en plus, ils ont de la maudite bonne poutine à Victoriaville. Effectivement. Il nous reste quelques secondes. J'aimerais ça faire un dernier petit tour. En 2 mots, si vous aviez une recommandation à faire à cette belle gang-là pour qu'ils puissent amener le soutien aux familles à un autre niveau en fonction de ce que vous avez vécu depuis hier, ce serait quoi la recommandation que vous aimeriez qu'ils amènent avec eux avant de partir? Sophie? Oubliez pas les familles. En fait, juste de ne pas tomber dans le piège de on veut travailler pour quelqu'un d'au-dessus, mais vraiment de se regrounder sur pour qui on fait Rester notre connecté. travail, puis c'est nos familles. Excellent. Annie? J'irai dans le même sens, puis j'irai dans la collaboration, la cohésion, une vision commune. Super. Michel? La qualité de vie au quotidien. Génial. Martin? Victoriaville. Travaillons ensemble. Déménager à Victoriaville. Moi, ce que je vous dis, c'est travaillons ensemble. L'expérience que j'ai avec les organismes communautaires, c'est que c'est difficile d'obtenir du financement. Alors, quand tu reçois de l'argent, tu veux la garder pour toi. Mais le communautaire, ça le dit, c'est pour la communauté. Travaillons ensemble, puis on va améliorer les choses. Les parents qui ont vraiment été généreux, qui ont fait un effort extraordinaire. C'était pas facile pour vous de faire ça cet après-midi. Bravo, merci. J'espère que ça vous a plu. Pour nous, en tout cas, c'est vraiment très intéressant.